Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de cette émission, une immersion dans l'univers culturel du Bénin avec Micheline Adjovi. Elle est chercheure indépendante en histoire et patrimoine culturel. Elle est aussi écrivaine. Avec elle, nous parlerons d'un sujet très rarement débattu sur les médias. Il s'agit des panégyriques claniques. Quelle place occupent ces libations orales dans la transmission moderne? Les jeunes s'intéressent-ils aujourd'hui au panégyrique et comment sauvegarder ce patrimoine immatériel de la culture africaine en général et celle béninoise en particulier? Nous en parlerons donc dans cette émission. La page culture sera également consacrée à la musique, endogène et plus spécifiquement au mystère et au secret sacré de la percussion. Djababa nous l'avait promis et sur ce plateau, il revient donc pour nous abreuver au mystère des tambours sacrés et la conversion des énergies entre le bois support, la peau du tam-tam et les mains qui renvoient la note précise pour le son demandé. Une vraie alchimie donc que nous allons découvrir dans cette émission. Nous ferons également le décryptage de l'actualité nationale avec notre invité média et comme d'habitude, nous aurons la revue de presse hebdomadaire de Hassan Mokani à Sionbon. Voici donc le journal. Au sommaire de ce journal, lancement officiel d'un ouvrage de référence consacré à la réglementation en matière de tourisme en République du Bénin. Ce livre vient enrichir la bibliothèque du tourisme béninois en offrant aux acteurs une boussole pour naviguer dans cet environnement professionnel en pleine mutation. Les détails dans un instant. C'est bientôt les examens de fin d'année. Enseignants et apprenants se préparent activement pour décrocher les meilleurs résultats. Mais au regard des taux de réussite aux divers examens nationaux précédents, les établissements privés, notamment ceux des villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi, s'illustrent de plus en plus en pôle d'excellence. Quels sont les fondements de ce progrès observé ces dernières années et comment le privé contribue-t-il au déploiement du système éducatif national? Des éléments de réponse dans ce journal. Nous parlerons également de l'atelier de renforcement des capacités au profit de 40 responsables d'associations de jeunes Akandé. Il s'agit pour les organisateurs de former une jeunesse capable de participer activement aux décisions publiques et au développement de leur communauté. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Un ouvrage de référence vient d'enrichir la bibliothèque du tourisme béninois. Ce livre consacré à la réglementation en matière de tourisme au Bénin a été officiellement lancé ce samedi, offrant désormais à tout acteur du secteur une boussole pour naviguer dans un environnement professionnel en pleine mutation. Les détails dans ce reportage. La réglementation en matière de tourisme au Bénin. C'est l'intitulé de l'ouvrage officiellement lancé ce samedi. Hervé Yansoumou, conseiller à la Cour d'appel de Parakou et membre du Conseil supérieur de la magistrature, en est l'auteur. Préfacé par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, ce livre guide chaque professionnel vers des projets innovants. Les livres transmettent des connaissances. Les grandes œuvres, elles, transforment les pratiques. Je nourris l'espoir que cet ouvrage appartienne à cette seconde catégorie. Je lui souhaite un large rayonnement et le succès qu'il mérite. Articulé en 7 chapitres, la réglementation en matière de tourisme au Bénin apporte des réponses claires aux multiples questions que se posent les acteurs du tourisme béninois. Cet ouvrage est en 7 chapitres. Et les 7 chapitres se donnent comme tâche essentiellement de nous présenter un peu l'univers du tourisme au Bénin, du point de vue de la législation. Quels sont les tests qui existent, qui organisent le secteur du tourisme au Bénin? Une expérience personnelle vécue il y a quelques années par l'auteur est à l'origine de cet ouvrage. L'histoire de cet ouvrage remonte à 2018-2019, où j'ai eu l'occasion d'échanger avec des étudiants en filière de tourisme, hôtellerie et restauration dans une université privée de Porto Novo. J'étais alors dans mes fonctions de juge au tribunal de Porto Novo.
Le lancement de l'ouvrage intervient dans un contexte marqué par les réformes structurelles opérées par le gouvernement dans le secteur touristique. Une célébration qui met également en lumière l'implication des femmes dans le secteur et rappelle les défis qui restent à relever. L'heure est à la révision des épreuves dans les écoles. C'est le cas de l'école primaire publique de Zogbo Groupe D. En effet, le 1er juin, jour de lancement officiel des épreuves du certificat d'études primaires 2026 CEP, approche à grands pas. Enseignants et écoliers se sont donc lancés dans une intense session de révision, ceci pour permettre aux candidats d'affronter les épreuves avec sérénité. Une équipe de Canal 3 Bénin a fait une immersion dans cet établissement pour voir comment se prépare l'examen du CEP. Nous allons suivre. Quel est le point qui permet de soulever facilement la charge? Ici. Oui? Le point C. C'est le point C. Pourquoi le point C? Ce sont les épreuves d'éducation scientifique et technologique qui occupent les candidats au certificat d'études primaires ce mercredi matin. À l'école primaire publique de Zogbodé, enseignants et écoliers unissent leurs efforts. L'objectif, aborder les épreuves du CEP avec une assurance totale. Actuellement, on fait les révisions des cours qu'on avait fait avant et on traite des épreuves. J'ai des difficultés en dictée. Je vais bien apprendre mes leçons de grammaire, d'orthographe et de conjugaison. À la maison, c'est moi-même qui révise les cours. Et à l'école, le directeur nous aide à réviser, à traiter les épreuves. Je suis prête à traiter les épreuves le jour des examens. Ils sont 56 candidats, dont 22 filles, à participer à ces séances de révision intense à l'école primaire publique de Zogbodé. Ce dispositif, initié par le ministère des Enseignements maternels et primaires, vise à rehausser le niveau des apprenants pour maximiser leurs chances de réussite. Nous avons fini déjà les leçons et nous sommes au temps de révision. Et notre ministre aussi a élaboré un plan d'encadrement qu'on appelle soutien pédagogique à l'endroit des candidats. Nous sommes dans la deuxième semaine de cette organisation et sans vous mentir, nous sommes prêts pour affronter les épreuves. Les enfants sont prêts, nous attendons le jour J pour, comme d'habitude, marquer les 100%. Le directeur de l'établissement a par ailleurs prodigué de précieux conseils à ses élèves pour les guider sur le chemin du succès. Je voudrais inviter les élèves à persévérer, avoir foi en soi-même. Au regard des taux de réussite aux divers examens nationaux précédents, les établissements privés, notamment ceux des villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi, s'illustrent de plus en plus en pôle d'excellence. Quels sont les fondamentaux de ce progrès observé au niveau de ces dernières années? Comment le privé contribue-t-il au déploiement du système éducatif national? Pour trouver des éléments de réponse à cette double interrogation, l'une de nos équipes a fait le tour de quelques écoles. Nous allons suivre. On a inscrit l'enfant au privé. C'est pour le suivi. Parce qu'à 8 h, il ferme, à midi, il ouvre. Comme Dame Florence, ils sont innombrables, ces parents qui, pour des raisons de sécurité ou de performance scolaire, confient l'éducation de leurs enfants à un établissement privé. Surfant sur l'intérêt qu'elles suscitent, ces écoles détenues par des particuliers prolifèrent dans les quartiers de ville. L'État ne pourra pas embrasser le nombre d'enfants scolarisables, ne peut pas gérer le nombre d'enfants scolarisables. Mais les établissements privés ne se contentent pas d'apporter cet appui prépondérant au système éducatif national. Au fil du temps et des examens, entre taux de réussite au-dessus des 90% et positionnement d'élèves dans la classe des plus brillants, ils se démarquent à travers des résultats en courbe ascendante. Et ces apprenants-là qui sont à la traîne, on leur organise à titre gratuit des renforcements spéciaux. Ici, dans les écoles privées, on n'a pas de classe volante. Chez nous, ici, le quota horaire que l'État a conçu est exécuté. Il n'y a pas que l'enfant vienne et n'ait pas cours. À ces trouvailles internes s'ajoute
un accompagnement non négligeable du gouvernement. C'est des appuis conseils pour pouvoir nous aider à mieux encadrer nos enseignants. Cependant, pour le président du collectif des chefs d'établissement du littoral, plusieurs défis restent à relever. On n'a pas de subvention. Il y avait une note de l'autorité qui notifiait aux établissements privés qui n'ont plus le droit de renvoyer les élèves pour faire de non-paiement de contributions scolaires. Et puis, les parents en abusent. Un enseignant, il est illégal. Mais quand vous venez, vous parlez, charabia, devant les élèves, comment on peut vous prendre au sérieux? Donc, les taux de réussite nationaux au CEP, au BEPC et au baccalauréat 2025 sont respectivement de 89,81%, 77,25% et 73,02%. Parlons à présent du renforcement des compétences des jeunes pour répondre aux besoins croissants en énergie solaire. C'est l'objectif d'une session de renforcement des capacités pilotée par l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables avec le soutien de la Société béninoise de production d'électricité au profit de plusieurs jeunes techniciens. Une initiative qui mise sur la qualification professionnelle pour accompagner le développement des solutions énergétiques durables au Bénin. Teddy Goudalo pour les détails. Au centre de formation de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, 350 jeunes techniciens ont entamé une session de préparation à la certification CEDEAO niveau 1, une certification professionnelle dédiée à l'installation et à la maintenance des systèmes solaires photovoltaïques domestiques hors réseau. Aujourd'hui, le Bénin, dans l'espace CEDEAO, grâce à ESME et ESME Academy, se trouve en première position des jeunes certifiés au niveau 1. Et à l'issue donc de ces 2 semaines de formation, les jeunes qui répondent, il faut le dire, aux critères pour se présenter à la certification niveau 1 de la CEDEAO vont être retenus et passer la certification. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de réalisation de 750 infrastructures socio-communautaires. Grâce au soutien de la Société béninoise de production d'électricité, les participants alternent théorie et pratique afin de renforcer leurs compétences dans un secteur en pleine expansion. Nous avons besoin de jeunes compétents, capables d'apporter des solutions adaptées aux réalités de nos territoires. Des techniciens rigoureux, responsables et conscients des exigences liées au métier de l'énergie. À terme, ces jeunes techniciens seront organisés en pools départementaux et communaux de compétences techniques, pour la raison simple que nous puissions disposer d'un réseau de techniciens répartis sur toute l'étendue du territoire, capables de pouvoir intervenir rapidement et de manière efficace sur l'ensemble du territoire national. Au-delà des conseils pratiques prodigués à ces jeunes techniciens par le ministre conseiller Espedi Wessou, la séance s'est soldée par une visite des différentes installations du centre de formation. Nous allons à présent nous intéresser à la sécurisation du mot de passe. Comme certains le savent, c'est un ensemble de chiffres qui permet de protéger une page. Il constitue la première ligne de défense contre l'accès non autorisé aux comptes en ligne, aux appareils et aux fichiers. Pour ce faire, sa création doit être mieux pensée et bien conçue. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à comment créer un mot de passe sécurisé. Nous allons suivre. Le mot de passe est un outil indispensable mais négligé. Elotré Djenguin est un jeune homme de 18 ans. Pour créer un mot de passe de son compte Facebook, le jeune étudiant a tout simplement fait référence au numéro téléphonique de sa mère, des coordonnées qu'il estime faciles à mémoriser. Bon, déjà, comme je ne m'y connais pas trop dans les mots de passe, alors j'ai fait référence au numéro de ma maman. Vendredi dernier, c'était une journée de solennité et de reconnaissance. D'autres jeunes rencontrés ont compris très tôt que le mot de passe doit être tenu pour secret afin d'éviter qu'une personne non autorisée y accède. D'abord pour mettre des mots de passe sur mes comptes. C'est commenté sur l'image, il ne faut pas lui rappeler ça. Sur mon téléphone par exemple, j'évite surtout de mettre
mes identifiants personnels, comme par exemple ma date de naissance, le nom de mes enfants. En tout cas, tous les mots-clés qui m'entourent, qui font partie de mon environnement quotidien. Il est toujours important d'avoir un mot de passe parce que vous savez, quand vous avez un compte, par exemple Facebook, pour pouvoir protéger votre compte, il faut un mot de passe afin d'éviter les piratages ou d'empêcher quelqu'un d'autre de pouvoir accéder à votre compte. Vendredi dernier, c'était une journée de solennité et de reconnaissance à la Direction générale de la police républicaine. Comme vous le verrez sur ces images, 13 officiers supérieurs ont officiellement porté leur nouveau galon sous la supervision du directeur général de la police républicaine. Parmi eux, une figure bien connue des médias, le porte-parole de l'institution. Il s'agit bien évidemment de Éric Orouillérima, désormais commissaire principal de police. C'était à la faveur d'une cérémonie sobre, mais empreinte de solennité. Former une jeunesse capable de participer activement aux décisions publiques et au développement de leur communauté, c'est l'objectif d'un atelier de renforcement des capacités organisé à Kandi au profit de 40 responsables d'associations de jeunes venus de plusieurs communes du Bénin. Initiée par la direction de la jeunesse du ministère des Sports, cette session de formation met l'accent sur le leadership, l'engagement citoyen et la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques. Les détails dans ce reportage signé Epiphane Chabi. 50 responsables d'associations de jeunes venus de plusieurs localités du Bénin prennent part à cet atelier de formation consacré au leadership et à la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques. Une initiative portée par la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports avec l'appui de ses partenaires techniques. Pendant plusieurs jours, les participants seront outillés sur les questions de gouvernance participative, de leadership communautaire, d'engagement citoyen, mais aussi de résilience sociale et de santé sexuelle et reproductive. L'objectif de cette activité est de renforcer votre contribution aux dynamiques socio-économiques et politiques de notre pays d'une part. D'autre part, de constituer un vivier capable de concevoir, d'analyser et de porter des politiques publiques adaptées aux réalités locales, car l'élaboration d'une politique publique doit s'appuyer sur la participation active des jeunes filles et jeunes garçons que vous êtes. Je voudrais inviter tous les leaders invités ici à cette formation à être attentifs parce que vous êtes pour nous des acteurs de changement positif. Du côté des participants, l'initiative est fortement appréciée. C'est une très belle opportunité pour moi de renforcer mes compétences en leadership et de profiter de cette belle opportunité. Nous espérons pouvoir repartir d'ici avec des compétences clés qui permettront de mieux affiner le travail afin de pouvoir significativement contribuer à la dynamique de développement en cours. À travers cette session de formation, le ministère des Sports et de la Jeunesse entend ainsi bâtir une nouvelle génération de jeunes leaders engagés, capables d'influencer positivement les décisions publiques et de devenir de véritables acteurs du développement à la base. C'est la fin du journal, mais le grand format se poursuit. Nous ouvrons la deuxième partie de cette émission par l'invité de la semaine, mais avant, une courte pause publicitaire. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle.
Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Pendant que certains l'appellent une simple poésie culturelle, d'autres personnes y voient un outil de cohésion sociale. Aujourd'hui, nous parlerons des panégyriques claniques. Quelle place occupent ces libations orales dans la transmission moderne? Les jeunes s'intéressent-ils aujourd'hui aux panégyriques et comment sauvegarder ce patrimoine immatériel de la culture africaine en général et celle béninoise en particulier? Pour répondre à ces questions, nous recevons Micheline Adjovi. Bonjour. Bonjour, M. Gaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est mien. Vous êtes chercheure indépendante en culture, en histoire et patrimoine culturel et vous êtes aussi écrivaine, c'est bien cela? Oui, c'est voilà. ça. Les panégyriques claniques face au défi de la transmission moderne, c'est le thème de notre entretien. Mais d'abord, comment peut-on définir de façon concrète et complète le panégyrique clanique? Merci beaucoup, M. Gaba. Je salue les amis téléspectateurs de Canal 3. Le panégyrique clanique est un outil complexe et puissant qui permet d'avoir assez, de se connecter et d'activer les informations, les codes contenus sur la carte de mémoire, une puce virtuelle, le ROM, qui est immergé et véhiculé par le sang, le kanjo. Vous allez constater que dans le Bénin méridional, à travers la langue fon, le fongbe, on désigne le sang par ROM et kanjo. Kanjo, qui signifie code, code, et jo, la naissance, joto, le lieu de naissance, jote, vous voyez, kanjo, la carte et la code mémorielle de naissance, vous voyez, et cette code mémorielle véhicule le ROM, qui est la puce magnétique sur laquelle toutes les informations, depuis nos ancêtres jusqu'à nous, est enregistrée. Et vous allez constater que le sang contient plus de 80% d'eau. Or, l'eau est magnétique. Elle enregistre, elle capte, elle attire. Elle est un élément qui renseigne. La preuve dans l'ancien temps, pour connaître quelque chose, pour savoir, c'est dans l'eau que les gens regardent. Par l'eau, oui. Que les gens regardent. L'eau enregistre les données. C'est un grand enregistreur. C'est pour cela que nos aïeux, par leur connaissance, ont enregistré toutes les données importantes nous concernant, concernant la postérité, sur cette puce qu'est le ROM. Et cette puce
elle est indélébile, elle est immuable, elle est éternelle. Elle se transmet de génération en génération. De façon automatique. De génération en génération. Donc, lorsque nous déclamons un panégyrique, nous ouvrons le rond. Rond, c'est ouvrir. Rond, ouvre. Nous ouvrons cette base de données qui est contenue dans le Kanjo. Et c'est cette base de données ouverte qui suscite en l'homme un individu dont le panégyrique concerne une vibration. Et cette vibration l'amène à agir, à manifester les valeurs, les informations qui sont contenues dans la puce. Ouais. Vous avez insisté sur l'aspect, magnétique qu'il y a entre les ancêtres, la génération d'aujourd'hui et la génération qui viendra bien après. Oui. Mais au-delà de la louange, c'est-à-dire, je veux parler au-delà du panégyrique, quelle est sa fonction politique, historique et psychologique, si possible, s'il y en a, évidemment, au sein de la communauté d'une lignée? Vraiment, il y en a toutes ces fonctions. Ah oui? Parce que c'est un mécanisme très puissant qui maintient l'homme. La fonction politique du panégyrique, c'est qu'elle permet à l'individu de connaître son identité et d'agir avec souveraineté. Parce que lorsque ces données sont libérées, il est inébranlable. Il a confiance en lui-même pour agir en toute liberté et en toute souveraineté. Dans sa fonction historique, vous allez constater que nos parents, nos aïeux qui ont été déportés outre-mer ont gardé, ont conservé leur patrimoine culturel. Et c'est pour cela d'ailleurs, lors de la cérémonie au bois Caïman en 1791, en Haïti, à Saint-Domingue, en ce moment, ils ont pu libérer ces valeurs, cette force, cette bravoure en eux pour conquérir leur liberté et créer la toute première république noire, aujourd'hui Haïti. Et la fonction psychologique, ça nous permet de résister et de conserver notre patrimoine, de résister à toutes les stratégies mises en œuvre pour nous faire oublier qui nous sommes. Lorsqu'ils partaient, nos parents, on leur a fait tourner autour d'un arbre, l'arbre de l'oubli. Mais pourtant, ça n'a eu aucun effet sur eux, parce que le rond est là, le rond est en eux. Et lorsque un enfant, on lui récite son chant panégyrique, il s'éveille. Et à l'image de ses aïeux, à l'image de la bravoure de ses aïeux, il agit, il est motivé à poursuivre l'œuvre de redressement, l'œuvre de construction, l'œuvre du progrès des aïeux. Ouais. C'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, en fond, je pense que c'est les panégyriques qu'on appelle encore le accord. Oui. Le accord. Et vous allez constater que le accord aussi voudrait dire en fongbe la natte matelas. La natte matelas, accord. Et qui tresse ces nattes matelas, ce sont les femmes. D'accord. Ce sont les femmes qui tissent, qui sont les tresseuses de accord, la natte matelas. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent des touffes de jonc qu'elles mettent ensemble, les relient jusqu'à constituer la natte. Ça veut dire quoi? Que c'est la femme qui lie par son sein ses enfants, à qui elle raconte le panégyrique, elle chante le panégyrique afin qu'aucun enfant ne l'ignore.
Ouais. Mais on sait on dit souvent que le panégyrique est une archive vivante, et vous l'avez dit tout à l'heure. Quelles sont les informations historiques cruciales de ces chants qui ne sont pas véhiculées dans les livres? Oui, et vous allez constater que les livres sont écrits en langue étrangère. Aucun livre écrit en langue étrangère ne peut restituer la profondeur du panégyrique. Voyez, on dit Oku, Hu. Chez nous, c'est la mer en Fongbé, bien sûr. Hu, en même temps, signifie l'héritage. Hu, c'est l'héritage. Et en même temps, c'est la mer. Donc, nos panégyriques sont en notre langue. Donc, vouloir restituer la profondeur de ces codes, de ces informations contenues dans le panégyrique, dans une langue étrangère, c'est pas possible, c'est pas facile. Hein? On a quand même aujourd'hui des livres qui sont écrits dans nos langues, en Fongbé, en Bariba, en Mina, en Ditamari. Mais combien sommes-nous à lire nos langues? Combien sommes-nous à lire lorsqu'on restitue le panégyrique dans notre langue? Combien pourront avoir accès à cela? Donc, il nous faut un travail de refonte, un travail profond de refonte. Et ce travail incombe aux politiques, à nos autorités. Avant justement de parler du travail qu'il faut faire pour préserver ce patrimoine immatériel, on sait qu'autrefois le panégyrique clanique était intimement lié au terroir, à la cour royale, au village. Est-ce que le modernisme a aujourd'hui un impact sur le panégyrique? Bien sûr. La modernité a un impact. Parce que combien sommes-nous à connaître nos panégyriques? Hier, avant qu'une femme accède au mariage, elle apprend le panégyrique de son mari pour pouvoir le restituer à sa descendance, à ses enfants. C'est comme ça. Restituer, et les tantes approfondissent, parce que réciter comme une poésie, c'est pas ça. Il faut comprendre. Il faut comprendre la quintessence des codes. Lorsque, par exemple, pour les dénoms, nous sommes les dépositaires du verbe. Dénoms. Nous sommes les dépositaires du verbe et notre verbe se fait chair. C'est pour ça que les dénoms ne font que bénir. Nous devrons bénir. Et les dénoms, à Godjezanhuenou, lorsqu'on nous dit ça et on finit la litanie, c'est qu'on évoque en nous l'abondance, la richesse, la santé et l'intrépidité. Vogue oublie que, quel que soit, nous serons toujours debout. Ça. Donc il faut comprendre cela. Et lorsqu'on récite ces codes, on explique ces informations à l'enfant. L'enfant est édifié. Il se dit, waouh, je dois continuer, tels mes aïeux. Je dois œuvrer à tisser la nouvelle corde à l'ancienne, afin que jamais la corde ne se rompe. C'est ça. On sait que les panégyriques utilisent souvent un niveau de langue très englué dans la tradition, riche bien évidemment en métaphores et surtout en expressions anciennes. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé fond, vous avez donné votre litanie avec un fond que certainement beaucoup de Béninois qui nous suivent actuellement ne peuvent même pas comprendre. Or, vous et moi savons aussi que la jeune génération est beaucoup plus tournée vers les langues internationales. Quel avenir pour les panégyriques dans ce cas? J'ai parlé de langue tout à l'heure. Hier, dans nos écoles même, lorsque nous parlons notre langue maternelle, nous sommes punis. Ah oui, on se souvient du signal. Ce signal-là, qu'on a honte à porter. Ouais. Lorsqu'on a parlé nos langues. On a parlé nos langues maternelles. Et on s'efforce à parler la langue étrangère, la langue de travail.
De sorte que le panégyrique est raconté dans la langue maternelle. Donc il y a un fossé, il y a un grand vide qu'il faut combler, qu'il faut essayer de combler. Et qui doit combler ça? Qui? Il faut qu'on instaure à la maison, que les parents d'abord comprennent leur propre panégyrique, surtout pour la femme. Son propre panégyrique est celui de son époux. Oui. À qui réellement la faute aujourd'hui, Madame Adjovi? Parce que la société elle-même construit aujourd'hui des étrangers locaux dans nos maisons respectives. Nous parlons beaucoup plus français, anglais, les langues internationales à nos enfants que nos langues nationales. Mais là, c'est la société qui le fait quand même. Oui, à qui la faute? Mais vous le savez. Et chacun de nous, les téléspectateurs aussi le savent. Nous savons d'où vient oui. et cette contrainte. Nous le savons. D'où vient cette contrainte? On le sait. On a subi. Mais aujourd'hui, on ne subit plus. On ose mettre aujourd'hui. On ose parler les yeux dans les yeux. Et à force égale, avec l'ancien colonisateur, nous sommes désormais des partenaires. Et en toute souveraineté, nous pouvons décider pour nous ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est de permettre à chacun de nous d'avoir accès à son panégyrique pour l'exprimer, pour manifester ses valeurs. Parce que ce n'est que des valeurs que nos aïeux ont enregistrées dans ces puces qui circulent dans notre sang. Et c'est pour cela que lorsque vous faites quelque chose, on vous encourage, on vous récite votre panégyrique, vous ne pouvez qu'aller de l'avant, vous ne pouvez que continuer pour toujours rendre fier votre collectivité, votre clan et vous-même. Oui. On sait aussi qu'il n'y a pas que des barrières de langue, puisque les jeunes générations perçoivent aujourd'hui les déclamations ou les litanies, je parlais des accords, comme du simple folklore. Il n'y a plus de cadres officiels pour valoriser publiquement ces panégyriques. Qu'en pensez-vous? Non, il y a des cadres. Il y a des cadres dans nos maisons, lorsqu'il y a des cérémonies coutumières, mais on ne fait que chanter nos panégyriques. Mais est-ce qu'on apprend aux enfants à le faire? Oui, beaucoup de femmes qui doivent apprendre. C'est la mère. En premier chef, c'est la mère qui apprend à ses enfants le panégyrique de son époux. Les tantes contribuent, mais c'est la mère qui est présente. Et c'est la mère qui tresse le accord. Partout, c'est les femmes. Donc, c'est nous. L'éducation là, cette éducation authentique nous incombe. Allez me demander si moi, mes enfants, connaissent leur panégyrique. Bien sûr, ils sont Rana Moulane. Donc, c'est à nous d'apprendre le panégyrique de nos enfants, de notre époux d'abord, avant de le restituer à nos enfants. À la maison. Oui, mais reconnaissons quand même qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui ne connaissent, mais qui ne maîtrisent même pas le panégyrique de leurs époux. Oui. Et comment peuvent-elles transmettre alors ce panégyrique à leurs enfants? C'est une fossé qui peut être comblé. Ouais. Comment intégrer alors aujourd'hui ce patrimoine immatériel dans l'éducation moderne? Oui, c'est pour cela que à Ouida, chez moi, nous avons instauré un concours de panégyrique qui se déroule tous les ans au mois de décembre lors de la fête identitaire de Kilhoué. D'accord. Et ce concours englobe tous les collèges. Les collèges, Les collèges de Ouida. Et il y a d'intéressants prix pour les motiver à accéder à leur puce, à leur carte mémoire. Donc ce sont les élèves qui viennent Ce sont les élèves, de jeunes élèves. D'accord. Qui apprennent ça au long de l'année. Et lors de la fête identitaire de Glehouéhoué, le concours est organisé.
venez voir cela. Il y a une émulation pour décrocher le premier prix. Et tous les collèges sont encouragés à amener les enfants à s'aider et à comprendre leur panégyrique. Et il y a souvent, il y a souvent du monde autour de cette... Vraiment du monde, un monde fou. Un monde fou. Même les adultes avouent qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas réciter leur panégyrique. Et il faut que nous fassions aussi quelque chose. C'est ce que je m'apprêtais à demander. Est-ce que véritablement les adultes aussi maîtrisent leur panégyrique? Oui, le fossé, la colonisation et le néocolonialisme est passé par là. Ouais. Donc, vous voyez. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour la modernité, pour pouvoir vulgariser les panégyriques. Et effectivement, aujourd'hui, on voit timidement des panégyriques partagés sur les réseaux sociaux, parfois sur Facebook et sur WhatsApp et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres réseaux. En changeant de support et de contexte, le panégyrique ne risque-t-il pas de perdre un peu de sa sacralité, ou est-ce le prix à gagner, à payer pour sa survie? Ça permet déjà à tout le monde, à tous ceux qui fréquentent les réseaux sociaux, oui, d'avoir accès à leur panégyrique. D'accord. C'est heureux. Et on ne peut qu'être ravi. Mais il faut aller au-delà pour comprendre. Réciter comme un perroquet n'est pas encore la question. Ouais. Il faut comprendre ce que ça dit. Ce que ça veut dire. La quintessence. Quand on dit Djeto, au coup de Djeto, à coup de glace maranda nyame, quel que soit ce qui se passe, vous n'allez jamais, un Djeto ne va jamais manquer de quoi se satisfaire. Jamais. Et pour les ayato, ayato gamen, matumbo zuntia, akoso zunkobo so dokun. Vous voyez, le dokun, l'abondance, la prospérité. On leur dit, quel que soit ce qu'ils vont entreprendre, la prospérité, la richesse est au rendez-vous. La santé y est. Donc pourquoi ne pas comprendre cela? Vous voyez? Pourquoi ne pas comprendre? Et dans beaucoup de panégyriques, ce n'est que des valeurs que nous devons nous approprier pour manifester de manière concrète des réalisations et ne jamais fléchir devant des challenges, devant des épreuves. Rester debout, droit et affronter et gagner. Dites-nous, Madame Micheline Adjovi, nous sommes à la fin de cet entretien, un message très rapidement à cette jeunesse africaine en général et béninoise en particulier, tiraillée entre le désir de modernité occidentale et le besoin d'ancrage endogène. C'est l'ancrage qui construit. C'est en s'ancrant en nous, oui, que nous pouvons avoir de grandes visions et s'engager. C'est en étant au cœur de notre siècle, en comprenant la science que véhiculent nos panégyriques, notre culture, que nous pouvons véritablement nous développer, non, oser, ouais, oser et aller de l'avant. Merci à vous d'être passé sur ce plateau et surtout du courage dans votre mission de préservation de ce patrimoine immatériel. Bon dimanche à vous. Merci pour l'invitation. Ouais. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau parce que moi aussi j'ai beaucoup appris au cours de cette émission. Merci quand même d'être passé. J'aurais connu ton panégyrique que j'allais le décrypter pour toi. Oui, ce sera en offre. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse de Assimokani à Siongo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire.
La presse du jour soulignait que le mercredi 13 mai 2026, Patrice Talon a présidé son dernier conseil des ministres en 10 ans de gouvernance. Une séance de décision la plus sacrée et la plus officielle de la République, au cours de laquelle le chef de l'État sortant a dit ses derniers mots à ses collaborateurs du gouvernement et a souhaité ses vœux de succès à son successeur. Mais en 10 ans et 2 quinquennats, l'homme aura révélé le Bénin comme il avait promis. Le matinal s'est intéressé aux propos du chef de l'État pour lequel les défis étaient énormes, parfois même titanesques. Je voudrais vous exprimer ma fierté et ma reconnaissance pour l'honneur que j'ai eu à servir le Bénin avec vous, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup de foi. Le chemin n'a pas été facile. Les défis étaient énormes, parfois même titanesques, mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, chacun le meilleur de lui-même, et nous sommes arrivés un peu épuisés. Le peuple béninois nous a témoigné sa reconnaissance d'une certaine manière. Pour Bénin Intelligence, c'était une émouvante fin de mandat. L'ultime session gouvernementale de Patrice Talon à la tête du Bénin a réuni les membres de l'exécutif dans une atmosphère empreinte d'émotion. À quelques jours de la fin officielle du mandat présidentiel, le président sortant est également revenu sur son style de gouvernance, marqué selon lui par une forte exigence dans le suivi des dossiers publics. Il a expliqué que cette vigueur visait à garantir l'efficacité de l'action gouvernementale et l'atteinte des objectifs fixés pour l'administration. Dans un ton particulièrement personnel, indiquait Fraternité, il a aussi confié son attachement à son équipe gouvernementale. « Vous allez me manquer », a-t-il affirmé à plusieurs reprises, s'adressant notamment au ministre d'État Romuald Wadagni et à l'ensemble de ses collaborateurs. Reconnaissant être un peu pudique dans l'expression de ses sentiments, Patrice Talon a néanmoins évoqué une épopée extraordinaire vécue avec ses ministres au cours de son mandat. Dans la semaine, la presse du jour écrivait que Romuald Wadagni a manqué de peu de faire le grand chelem en ce qui concerne les ralliements à son projet de société, en plus des partis politiques de la majorité présidentielle qui le soutenaient déjà, et un peuple qui s'est complètement aligné derrière lui. Le parti politique dit modéré de l'opposition, la Force Cori pour un Bénin émergent, a décidé de soutenir le président élu pour le septennat. Par contre, le parti Les Démocrates, eux aussi, au terme d'une session extraordinaire tenue samedi dernier, a décidé d'exercer une opposition républicaine constructive et vigilante à l'égard du nouveau gouvernement. Le matinal a noté que ce basculement politique est diversement apprécié au sein de l'opinion publique. Pour certains observateurs, il traduit une fuite de responsabilité d'un parti qui refuserait d'assumer son échec électoral en adossant désormais le manteau d'une opposition dite naturelle face au régime de Romuald Wadagni qui s'installera officiellement à la tête du pays le 24 mai prochain, à se repositionner après un score jugé marginal. D'autres analystes estiment au contraire que le parti vient enfin de jeter le masque. Fraternité de faire observer que le choix des démocrates a un prix. Les démocrates feront cavalier seuls face à un pouvoir installé pour 7 ans. Après 10 ans de combat contre Talon, leurs ténors repartent pour un nouveau cycle d'opposition. Plusieurs formations qui se réclamaient auparavant de ce camp ont déjà rejoint la mouvance présidentielle. C'est le cas du Mouvement populaire de libération, d'Expérience Tébé ou encore de la Nouvelle Force nationale d'Avoyon. Une opposition à parti unique face à une mouvance qui s'élargit. L'horizon post-Talon, lui, est désormais parfaitement lisible. Cette nouvelle configuration pose une question centrale. Une opposition isolée peut-elle encore peser face à un bloc présidentiel élargi? Les prochaines années permettront de mesurer la capacité des démocrates à incarner seule la contradiction politique dans un système de plus en plus dominé par la mouvance, conclut le journal. Dans la suite, Bénin Intelligent rapportait que les députés de la 10e législature se préparent à mieux exercer leur mandat dans un contexte marqué par les récentes mutations institutionnelles. Sous la présidence de Joseph Fifa Mediogwenou, ils ont entamé le mardi 12 mai à Goué un séminaire d'immersion de 3 jours
destiné à renforcer leur compréhension des nouvelles exigences parlementaires. Pendant 3 jours, complété décryptage info, les 109 députés sont appelés à renforcer leurs capacités afin de mieux appréhender les exigences liées à l'exercice de leur mandat parlementaire. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Retrouvez-moi lundi. Il est déjà confortablement installé, notre invité média. Bonjour, Koshimo Ngbagi. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3. Vous êtes journaliste, vous avez certainement suivi l'actualité. Sinon, vous avez participé à la survie de l'actualité cette semaine. Vous avez suivi l'actualité qui est surtout marquée par le dernier Conseil des ministres, du président Patrice Talon. Selon vous, quels sont les propos, les gestes qui vous ont le plus marqué le mercredi dernier? Et quelle lecture faites-vous de ce dernier Conseil des ministres du président Patrice Talon? Alors, je pense que ce Conseil des ministres était une séance de revoir parce qu'on a bien suivi le président qui faisait en quelque sorte le bilan de la collaboration donc avec ses ministres et notamment avec le président élu qui pendant les 10 dernières années a occupé donc le poste stratégique du ministre de l'économie et des finances, qui aujourd'hui est le nouveau président élu. Donc on a suivi ce dialogue entre les deux qui marque, selon moi, c'était déjà les premiers pas donc, de la passation. Et on a écouté quand même le discours du président qui a exprimé clairement donc, sa volonté de voir les choses continuer à évoluer donc, dans le sens positif. Est-ce que vous, personnellement, vous voyez de nouveau certains parmi les ministres actuels qui sont en train de finir avec ce gouvernement à revenir dans le prochain gouvernement de Romeo Douarani, lorsque nous avons clairement entendu le président Patrice Talon dire un gouvernement qu'il espère jeune? Oui, que dans le lot, il y a encore des gens qui ont la force de continuer. Je pense que c'est possible. C'est possible. Il y a des postes stratégiques. Il y a des gens qui, durant ces dernières années, ont montré quand même une certaine compétence à leur poste. Il y a des travaux qui sont en cours. Il y a des réformes qui sont en cours. Peut-être pour un début, le nouveau président peut laisser certains au poste. Mais vous savez, lorsqu'il y a changement de régime, c'est beaucoup de choses qui changent. Le nouveau président, même si il a été du système précédent, je pense qu'il a certainement des contacts, il a certainement des profils qu'il trouve peut-être plus adaptés à lui, sa vision, parce qu'on est dans un contexte certainement de continuité. Mais en tant que président élu, en tant que nouveau président, je pense qu'il a sa vision de la gouvernance. Il y a eu peut-être des nominations par le passé qu'il va peut-être changer. Il aura peut-être une autre manière de faire les choses. Mais je pense qu'il y a une très forte chance qu'on ait des profils de l'ancien régime, tout au moins pour le premier gouvernement. Ouais. On a également vu le clin d'œil spécial fait à Pascal Ironé Koupaki et à Abdoulaye Biotchane. Pourquoi, selon vous, ces remerciements de façon spéciale? Alors, je pense que ces deux personnalités ont été, pendant ces 10 dernières années, en tout cas, on peut les compter parmi les piliers du régime. Déjà, il faut le rappeler, ils ont été tous candidats adversaires face au président Patrice Talon. Et c'est au second tour, après les alliances, qu'ils se sont donc retrouvés dans le même camp. Et comme je l'ai dit, je pense qu'ils ont été l'un des piliers sur lesquels le régime s'est basé, avec des postes stratégiques. Le ministre Abdoulaye Biotchane a été quand même, en tout cas jusque-là, il est ministre donc du plan, du développement. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est
c'est l'un des départements ministériels les plus stratégiques donc du gouvernement. Au niveau donc de la présidence, on a eu Pascal Irénée Koupaki qui a occupé le poste donc du secrétaire, qui a essayé donc de gérer un peu le secrétariat général de la présidence. Tout ça, c'est stratégique. La fidélité aussi. Je pense que les remerciements du président, c'est aussi dans ce sens. Je pense que durant les 10 ans, il y a eu certainement beaucoup de choses. Il y a eu peut-être des envies de partir et tout, mais je pense qu'ils sont restés jusqu'à la fin. Ouais. Mais comment entrevoyez-vous le premier gouvernement du président Romuald Wadagné? Je sais, c'est juste conjecture. Je pense qu'il y aura pas une rupture radicale. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, pour un premier gouvernement, je pense qu'on n'aura peut-être pas beaucoup de nouveaux visages. Et nous allons à présent parler des partis politiques qui déjà confirment le statut. Je vais parler du parti Les Démocrates qui confirme, lui, son statut d'opposition face au régime Wadagné. Certains avaient quand même prédit la décapitation du parti Les Démocrates, non? Parce qu'il y a eu certains qui sont partis et on s'est dit c'est fini, le parti s'est éteint. Mais voilà maintenant que le parti est là, s'annonce, confirme son statut d'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que l'actuel président du parti Les Démocrates, il faut le féliciter. Je pense qu'il a été un peu malin, très intelligent, parce que tel que c'était parti, on voyait tous donc la mort programmée donc de ce parti, le bras de fer qui s'annonçait devant la justice. Heureusement que le parti a gagné ce bras de fer. En tout cas, heureusement que le camp Tchad a gagné ce bras de fer. Si ce n'était pas le cas, je pense que on aurait eu toute autre chose après. Et aujourd'hui, vous voyez le discours. Le discours a quand même changé. Le discours est moins radical. Ouais. C'est vrai, le parti se réaffirme. Le parti réaffirme donc son appartenance à l'opposition. Mais je pense que c'est moins radical. Et puis le discours, il est assez constructif. Ils ont clairement affiché leur disponibilité à accompagner le nouveau président, même s'ils ils vont rester vigilants, ils vont le suivre de près pour donc dénoncer des dérives. Oui. Est-ce qu'ils pourront tenir face à ce contexte constitutionnel beaucoup plus marqué par la trêve politique? C'est à eux de s'adapter. Je pense que la dernière fois, ils ont même tenu un atelier dans ce sens. Je pense qu'il faut s'adapter. Parce que dans tous les cas, la loi est votée et elle sera appliquée. Et ils doivent apprendre de leurs erreurs par le passé. Ça ne sert à rien donc, d'aller en affront alors qu'une loi est votée et que dans tous les cas, surtout quand vous connaissez le mode de fonctionnement du régime que vous avez en face, le truc, ce n'est pas de collaborer, ce n'est pas de faire allégeance, mais je pense que plus intelligemment, on peut s'adapter, même si on estime qu'une loi est difficile, même si on estime qu'une loi est votée pour donc faire taire ou exclure, on peut s'adapter intelligemment sans pour autant aller à l'affront. Sans pour autant la subir. Et pendant ce temps, notre parti de l'opposition, ou du moins autrefois de l'opposition, préfère aujourd'hui simplement changer de fusil d'épaule. La FCBE rejoint la mouvance. Est-ce que ce n'était pas prévisible? Oui, sans surprise. Et je pense que cette décision de la FCBE donne raison à beaucoup de gens qui ont toujours pensé que la FCBE n'était pas de l'opposition. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui classaient ce parti dans une catégorie d'opposition modérée. Ce qui est sûr aujourd'hui, les choses sont très claires. Le parti a décidé donc de faire allégeance, donc de soutenir le nouveau régime qui va s'installer. Pour dire les choses clairement, le parti FCBE est désormais de la mouvance. Et je dis sans surprise parce que déjà pour les dernières élections, les législatives et les communales, le parti FCBE a signé des accords avec des partis de la mouvance. Personne ne comprenait donc cette décision. Comment est-ce qu'on se réclame de l'opposition, mais voilà, qu'on signe des accords avec des partis de la mouvance. Donc c'était déjà des signes qui étaient très clairs. Aujourd'hui, c'est assumé. Le parti FCBE se réclame de la mouvance.
le parti LD se retrouve seul au niveau donc de l'opposition. Tout ça, c'est une recomposition et il nous faut quelques mois pour mieux comprendre les tenants des aboutissants. Oui, mais dites-moi, Coach Mourungbadji, quel sort pour la FCB au sein de la mouvance, surtout pour les barons, les ténors de la force que répond Bénin émergent, qui rentrent maintenant dans un univers où il y a déjà d'autres barons qui sont dans des forces puissantes de cette mouvance-là et qui quand même cherchent quand même à bien se positionner et qui jusque-là ne sont toujours pas encore positionnés. Quelle chance et quel sort est réservé pour la FCB? Alors, le parti FCB, aujourd'hui membre de la mouvance, c'est comme des arrivées donc, de la 25e heure. Mais vous savez, en politique, vous pouvez être les derniers, peut-être être bien servi. Bien servi, voilà. Tout dépend de ce que vous apportez, tout dépend donc des négociations, parce que je ne pense pas, avec l'expérience de ceux qui sont à la tête du parti FCB, je ne pense pas que cette décision soit prise sur un coup de tête. Je suppose qu'il y a eu des négociations, qu'il y a eu des promesses. Déjà, il faut le rappeler, le président donc, du parti qui a été challenger, donc du nouveau président élu, Roumiat Wada. Qui a démissionné, il faut le préciser voilà, aussi. C'est justement cette précision que je voulais faire. Il a démissionné et après cette démission, beaucoup le voient déjà dans un repositionnement. Donc, je suis sûr qu'il y a eu des négociations. On va attendre pour voir ce qui est sûr. Ceux qui étaient là depuis la première heure seront certainement servis d'abord, mais comme je le dis, en politique, tout dépend de ce que vous apportez et tout dépend des négociations que vous faites. Et puis, il y a aussi qu'il faut voir les prochaines échéances. C'est dans 7 ans et c'est maintenant que ça se prépare. Le parti FCB, en faisant allégeance à la mouvance, c'est peut-être les prochaines élections dans 7 ans qui sont déjà en vue. Merci à vous, Coach Mourungbadji. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous abordons maintenant la dernière ligne droite de cette émission, l'artiste de la semaine. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle.
Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Mklavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Mklavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. La première édition du sommet des influenceurs des médias sociaux s'est tenue la semaine dernière à Addis Abeba en Éthiopie. Ce sommet a réuni des créateurs de contenu, des influenceurs numériques pour exploiter la puissance de l'influence numérique dans le développement de l'Afrique, échanger aussi des idées sur l'innovation numérique, la narration créative et le rôle croissant de l'économie de la création dans le développement de l'Afrique. Le sommet s'est concentré sur la création de contenus numériques de haute qualité reflétant l'histoire et l'identité africaine, visant à contrer les récits étrangers négatifs. Des influenceurs de premier plan avec des millions d'abonnés, des experts en relations publiques et des jeunes leaders de tout le continent étaient présents. Le Bénin a été représenté par l'influenceuse Régie Boiser. L'événement a été largement commenté par les internautes sur la toile. Le classement Top 40 Under 40, édition 2026 établi par Forbes Afrique est désormais disponible. Parmi les jeunes talents africains distingués cette année figure un Béninois, le chef étoilé Delphin Agbetogan. Sa sélection dans ce prestigieux classement africain fait suite à sa participation à la compétition du Guinness World Records, une expérience qu'il dit avoir vécue avec beaucoup de détermination, de passion et de fierté. Très heureux d'avoir été parmi les jeunes Africains, le chef béninois estime que cette reconnaissance constitue une motivation supplémentaire à travailler davantage afin de promouvoir la gastronomie béninoise et représenter dignement le Bénin sur la scène internationale. Il est également revenu sur le processus d'homologation du record
précisant que toutes les preuves et les éléments demandés ont été transmis au Guinness World Records, même si l'attente du verdict officiel se poursuit. Autre actualité, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a requis lundi 11 mai 2026 à Cotonou une peine de 2 ans de prison, dont 1 an ferme, contre la journaliste Angela Kpeja. La professionnelle des médias est poursuivie pour harcèlement par le biais d'un système électronique à la suite de publications diffusées sur Facebook pendant les événements liés au coup d'État déjoué du 7 décembre 2025 au Bénin. L'audience s'est tenue devant la chambre de jugement de la juridiction spéciale. Angela Kpeja, poursuivie sans mandat de dépôt, n'a pas comparu. Ses avocats béninois et gabonais ont toutefois assuré sa défense devant la cour. L'affaire trouve son origine dans les tensions provoquées par l'annonce d'un projet présumé de déstabilisation des institutions béninoises en décembre 2025. 2 publications Facebook faites par la journaliste au moment des événements constituent des éléments matériels de l'infraction poursuivie. Le ministère public considère que les faits relèvent de l'article 550 du Code du numérique béninois relatif au harcèlement par le biais d'un système électronique. Sur cette base, le parquet a demandé à la Cour de retenir Angela Kpeja dans les liens de la prévention et de prononcer une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 12 mois ferme, ainsi qu'une amende d'1 million de francs CFA. Le monde du cinéma africain est en deuil. L'acteur Alès Ekubo est décédé le lundi 11 mai 2026 à l'âge de 40 ans des suites d'une longue maladie. La nouvelle a provoqué une vague d'émotion au sein de Nollywood, mais aussi de millions de fans à travers l'Afrique et dans la diaspora sur les réseaux sociaux. Connu pour son élégance, son sourire charismatique et son talent remarquable devant la caméra, Alès faisait partie des acteurs les plus populaires de sa génération. Sa disparition représente une énorme perte pour l'industrie cinématographique nigériane. Depuis plusieurs années, il s'est imposé comme l'un des visages incontournables de Hollywood. Face à son professionnalisme et sa présence à l'écran, il avait réussi à bâtir une carrière solide dans le cinéma africain. Son style unique et sa capacité à interpréter différents rôles lui avaient permis de gagner la confiance des professionnels du secteur. L'annonce de son décès a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Sur Facebook, TikTok, Instagram et X, de nombreux internautes ont exprimé leur tristesse après avoir appris la disparition de l'acteur. Allô. 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 Bonjour, j'ai quitté la France et puis on m'a déposé dans la zone. On m'a dit de demander à revoir parce que c'est pas trop l'endroit. J'ai quitté ici, ça fait au moins 40 ans. Et puis je suis venu Bénin. Je sais pas, la zone me faire un peu turbulence. Ils ont fait trop de constructions ici là. Bon, je sais pas, parce que c'est pour aller chez Guiste là. C'est un peu là. Enfin, comment c'est vraiment. Oh. So it's about this thing there when they go so this. You want to go there? On a très bien. On a des dans sa douane. On a des bon lieu. On a des trop bien on vient de finir. Quand bien il arrive on peut ouais. On vient venir. Papa. Mas comment? Ali non peut ban. Eh bien no you me. I know you are me.
Bienvenue au Bénin, terre d'affaires et d'opportunités. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs revient pour sa 6e édition. Du 13 au 17 juillet 2026, Cotonou accueillera plus de 250 industriels chinois de différents secteurs d'activité. Au programme, rencontres B2B, visites d'entreprises, expositions et signatures d'accords de partenariat. Entrepreneurs africains, saisissez cette opportunité pour créer un premier lien avec votre potentiel partenaire chinois. Des échanges qui marqueront le début d'une série de rencontres décisives pour donner vie à vos ambitions. Contact +229 01 58 47 47 47. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abomey-Calavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Retour en plateau pour la suite du grand format, c'est la dernière ligne droite. Il nous l'avait promis. Aujourd'hui, il nous revient. C'est une page exceptionnelle que nous ouvrons aujourd'hui parce qu'elle est dédiée au mystère de nos rythmes traditionnels, à la science de nos bois et à la voix de nos ancêtres. S'il est des hommes qui jouent de la musique, il en est d'autres plus rares qui font parler la matière et dialoguer les mondes. Notre artiste de ce dimanche est de cette génération et de cette trempe-là, musicien, virtuose, percussionniste hors pair. Il a dompté les scènes internationales de l'Afrique aux Amériques en imposant l'identité de nos percussions dans le concert des musiques du monde. Mais derrière l'artiste de scène se cache aussi un initié, un gardien de la mémoire et un maître artisan. Il possède ce secret séculaire, celui de choisir l'arbre, d'évider le bois, de tendre la peau et de donner une âme et une voix divine au légendaire tambour bata. Il fait monter les vibrations des couvents sacrés jusqu'au temple du jazz sans jamais trahir l'essence du message. Pour nous révéler les secrets de fabrication, la philosophie et la puissance des sons sacrés, nous avons l'immense honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Jah Baba. Voici un extrait d'un de ses concerts à l'international.
Aquí te llamo, a no enganse, a de buji, dobo, que le si no pasa, pasa, se pito pasa, de buji, dobo, que le si no pasa, tito, a de tito pasa, Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir? Voilà, vous l'avez vu sur scène, Djababa, toujours en transe sur scène. Nous avons également vu cette belle Amazone qui montre les beaux pas de danse de la danse d'Abomey, de la danse royale d'Abomey sur scène avec Djababa. Djababa qui est déjà sur le plateau, vous allez le voir dans son décor avec tout le tambour qu'il faut. Djababa, bonjour. Bonjour. Tu nous l'as promis, tu as accepté et tu l'as respecté. Merci d'être venu avec nous. C'est moi. C'est vrai que nous avions parlé, et nous avons commencé par parler des tambours et surtout la sacralité des sons. Et tu as accepté de venir avec nous aujourd'hui pour véritablement mieux nous l'expliquer. Et je constate que tu es avec ce qu'il faut pour égayer nos téléspectateurs. En tout cas, un bout de ce qu'il faut. Bonjour les amis, bonjour chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de partager des moments de bonheur avec vous, histoire de refaire renaître en vous ce qui est votre identité, ce qui vous fait vous appeler par quelqu'un, de quelqu'un.
Djababa, je rappelle tout de suite, tu es artiste et chanteur-compositeur, tu es également percussionniste et spécialiste des tambours sacrés. Et je vois le bata ici déjà sur le plateau. Dis-nous, tu reviens sur le plateau pour nous révéler quelques secrets de la percussion. D'abord, Djababa, on vous connaît sur des scènes internationales. Mais avant le conseil, il y a de la matière. Pour le spécialiste que vous êtes, est-ce que tous les bois ont les mêmes valeurs pour faire parler le tambour sacré? Je voudrais apporter déjà un petit rectificatif. Je vous en prie. Je dirais que quand vous dites spécialiste des tambours sacrés, c'est énorme. C'est énorme. Vous n'êtes pas moins initié. Voilà. Je suis initié et je suis connaisseur d'un certain nombre de tambours sacrés, mais pas de tout. Pas du tout. Et je ne peux que parler de ce que je sais. Avec beaucoup d'humilité. Ah oui, là nous sommes dans le sacré, là, attention, il faut faire attention. Alors, je dirais de façon globale, après mes recherches, parce que ça m'a coûté quand même 4 années de recherche par rapport aux instruments qui entrent dans la composition des musiques traditionnelles béninoises et nigérianes. Et c'était évident de constater que 98% de ces tambours, de ces instruments-là, je dirais, ont forcément une origine, une interprétation qui est d'abord sacrée. Quand je dis sacré, je dis pas du spirituel, avant que cela ne prenne d'autres aspects comme des aspects culturels, et ainsi de suite. Alors, les rythmes, quand vous les parcourez, quand vous demandez, quand vous cherchez à connaître leur histoire, et tous les rythmes sont créés ou existent pour des raisons bien précises. Et ces raisons interpellent des moments de circonstances véritablement particulières dans la vie d'un peuple. Et cela interpelle le fait que pour pouvoir pallier, pour pouvoir donner solution ou pour pouvoir donner suite à ce qui prévaut dans ces circonstances-là, il faille aller chercher au-delà de l'intelligence humaine. D'accord. Et c'est ça qui fait que généralement les tambours ou les instruments traditionnels qui interviennent dans la composition de ces rythmes-là ont leur origine dans le sacré. Parce que pour pouvoir atteindre des objectifs précis, il y a des éléments fondamentaux qui forcément, je dis immanquablement, entrent en ligne de compte dans la composition dans la nomenclature de la fabrication de ces instruments. D'accord. Et quand je prends par exemple le bata entre-temps n'était pas forcément joué par les hommes. Ah oui? Oui. La source du bata et du gangan, ce que vous appelez le talking drum, je voudrais rectifier désormais cet amalgame-là qui appelle le gangan, talking drum. Okay. Tous les tambours, surtout au Bénin, sont des tambours parlants. Le talking qui parle drum, ça veut dire le tambour qui parle. Or, tous les tambours parlent. D'accord. Tous les tambours parlent. Il n'y a pas que le gangan qui parle. Non. Tous les tambours parlent. Le bata parle, le kété parle, le clogon parle, le papoulet parle, la globoué parle. Tout ça, c'est des tambours. Oui, c'est des tambours du Bénin. Le agba, ça parle. Voilà. Tous les tambours parlent parce que je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusque-là. Donc, dans la composition de la fabrication de ces instruments-là, ça appelle des renseignements précis, des informations précises pour que A plus A plus donne B. Parce que tout fonctionne par rapport à des fréquences. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Quand vous écoutez une chanson et que cette chanson-là vous pénètre, cette chanson-là a des effets sur vous, ça veut dire que les fréquences qui sont choisies ou qui composent la mélodie de cette chanson-là sont des fréquences alignées, des fréquences pertinentes qui
interpelle des vibrations. Oui. Et cette vibration-là ont immanquablement un effet sur celui qui entend, sur le sujet qui les perçoit. C'est comme ça. Vous pouvez aussi comprendre que, vous voyez, quand on sonne une cloche, plusieurs fois, une cloche d'une certaine grosseur donnée, pendant longtemps, même parfois pas forcément longtemps, vous avez, ça fait mal. C'est la même façon, vous avez cette sensation d'avoir mal. C'est de cette même façon on peut avoir la sensation d'être heureux, d'être content en entendant un effet bienfaisant. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, pour pouvoir produire ces fréquences-là, il faut forcément que, non seulement dans les mesures, aussi dans les matières qui composent, qui entrent dans la composition de la fabrication de cet instrument-là, que cela respecte des spécificités bien. Là, c'est vraiment technique. Mais dites-nous, on dit souvent que le tambour n'est pas qu'un simple instrument, une entité vivante. Comment passe-t-on alors de la coupe de l'arbre à la naissance d'une voix? Alors, merci de me donner la possibilité de continuer ce que je disais. Alors, quand on choisit le bois, parce que tous les bois ne résonnent pas de la même façon. D'abord, tous les bois ne sont pas faciles à tailler et tous les bois ne résonnent pas de la même façon. Tous les bois, à une certaine mesure donnée, ne produisent pas les mêmes fréquences. Que ce soit avec la peau du tigre ou que ce soit la peau de l'agneau, ces instruments-là, ces bois-là ne produisent pas forcément les mêmes. Donc, il a fallu qu'on aille chercher le bois du baobab et qu'on le coupe sur certaines mesures et qu'on recouvre ce bois, la première face avec de la peau du tigre ou de la peau du cochon ou la peau du chien ou la peau de l'agneau, et que l'autre face aussi soit recouverte de cette même peau pour que ça puisse produire une fréquence donnée par rapport à l'objectif à atteindre. D'accord. Et quand on réussit à avoir ça c'est des fréquences. Maintenant, pour ce qui concerne la communication entre l'individu qui va pratiquer des patterns, qui va jouer des choses, qui va produire des informations par rapport à l'objectif à atteindre, pour que cet individu-là puisse produire raisonnablement et efficacement ces fréquences-là, et que cela s'aligne dans le cosmos, il faille peut-être aller chercher ce bois-là dans la nuit, ou que ce soit Et comment savoir s'il faut choisir un bois dans la nuit ou s'il faut choisir un bois ça, dans ce la n'est pas de mon journée, ressort. Il y a des spécialistes qui sont là. C'est pour cela que je dis, j'ai souvent l'habitude de dire, excusez-moi, je ne sais pas si c'est un truc que je peux dire à l'antenne, mais je vais le dire quand même. Si vous voyez les bombes nucléaires, vous voyez comment ils ont réussi à avoir des bombes nucléaires. Je vous dis que nous aussi, on peut avoir une bombe nucléaire, pas forcément de façon chimique comme ils l'ont obtenu. Parce que, je vous dis, je peux jouer du bata et rendre quelqu'un malade. Ah bon, c'est possible? Oui, c'est bien possible. Ah oui? Oui, c'est très bien possible. Je peux aussi jouer du bata et faire dormir quelqu'un. Oui, c'est aussi possible. Ça se fait. D'accord. Ça se fait. Et je peux... Est-ce que c'est différents bata ou c'est avec le même bata qu'on peut faire tout ceci? C'est le même bata, mais les conditions dans lesquelles je le joue, les conditions dans lesquelles je suis et ce que je produis, le message, oui, la communication de ce que j'ai dans ma tête et l'instrument, c'est ça qui interpelle, c'est-à-dire que c'est ça qui produit cette réaction-là chez la personne, chez l'individu. Avec le bata, c'est pas que le bata, vous voyez, quand par exemple, avec le zeni, quand vous prenez le zeni, il y a le Bézin, parce qu'il y a plusieurs zéniths aussi. Il y a le zénith BT, le zénith Zéblibli. Et vous voyez, et quand vous prenez chacun de ces rythmes-là, les instruments qui y interviennent ont différentes caractéristiques. Et les informations qu'on joue sur chaque, en tapant le tam-tam, c'est complètement aussi différentes. D'accord. Complètement différentes. Là, nous sommes dans le péné profond, dans la richesse que nous sommes en train de vendre depuis des années et qui ne finit jamais. C'est pour ça que je dis, tant qu'on ne va pas revenir à cette culture-là, tant qu'on ne va pas revenir à ça et l'enseigner dans les écoles, et mieux
trouver les voies et moyens pour pouvoir rendre encore démystifier. Non, pas démystifier. Non. Au rendre plus on sacré. Peut pas, rendre plus sacré. Voilà. Et que quand on veuille le savoir, qu'on vienne et qu'on fasse le cursus qu'il faut. Faire les initiations. Ah oui. Attends, la richesse, le développement économique, ça passe par là aussi. C'est ce qu'on peut gagner, c'est ce que la culture peut donner, hein, pour contribuer à l'économie nationale. Donc, dans les écoles, il faut que ça se passe. Les programmes d'éducation, il faut qu'on insère cela. Dans les classes culturelles, c'est une bonne idée, une bonne initiative, mais il faut qu'on repense les classes culturelles de sorte que qu'on n'ait pas, comment on dit ça en français, qu'on ne pense pas que quand on va dans une école, dans les classes culturelles, c'est pour apprendre à jouer la batterie, c'est pour apprendre à jouer la guitare. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir absolument. Parce que 80% des artistes ne connaissent pas ce dont je vous parle. Ils ne connaissent pas cela. Et donc, je poursuis Et donc, quand on choisit le bois et qu'on choisit la peau, hein, par les sachants, il y a des instruments qu'on ne vend pas. Ah bon? Ah oui, il y en a qu'on ne vend pas. On les lègue. D'accord. Vous recevez ça de votre patriarche, de votre mentor, de votre maître. C'est lui qui vous lègue l'instrument. D'accord. Tant qu'on ne vous le lègue pas, vous allez faire du bruit avec l'instrument et vous risquez même d'attirer le malheur sur vous. Ah oui? Parce que quand vous produisez des informations que vous ne maîtrisez pas, ça peut produire justement. Ah oui, quand je dis motikafula, motikakafula, baba, là, vous savez ce que ça veut dire? Non. Quand je le joue sur le bata, vous ne savez pas ce que ça fait. Vous voyez? Et donc, ça peut être un retour de trucs là. Donc, si je parle... attends, je ne veux pas aller dans... Ça peut être... Vous êtes en train de mesurer vos mots pour ne pas dire ce qui est trop sacré sur le plateau. Déjà, nous avons des instruments ici. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire ces instruments que nous avons devant nous sur le plateau? Alors, nous avons ici le bata. Eux tous, on les appelle bata, c'est le nom commun. Il y a encore une dans la valise. Ouais. C'est une série de 3 catégories d'instruments. D'accord. Et on les appelle le bata. Ça, on l'appelle Iyailou. Iyailou. Il y a la mère du tambour. D'accord. Bata. Ça l'appelle Omele Bata. C'est un trio. C'est au Roviaton. Ok. Roviaton. Et on ne joue pas. Je commence par dire à ceux-là qui m'ont vu jouer le bata. Et je suis sûr qu'aucun d'eux ne peut dire qu'ils m'ont jamais vu jouer le omele là, un seul. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous pouvez être chrétien, musulman, animiste, peu importe ce que vous voulez. C'est un truc naturel. Il ne faut pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Et non, d'aucun cococloa. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc je vois cette personne se joue toujours. Les trois se jouent ensemble. Toujours. D'accord. Toujours. Chacun d'entre eux a son nom. Je vais y revenir peut-être tout à l'heure. D'accord. Et donc, il y a le accord à soi. D'accord. C'est là, je ne l'ai pas fait sortir. Oui. Non, il n'est pas plus grand, il est plus petit. D'accord. En termes de trucs là. Que Yailou. D'accord. Alors, ça, c'est moi. Moi. Je suis le seul à pouvoir faire sonner convenablement cet instrument-là. Ah oui. Parce que l'arbre qui a été choisi, hein, oui. Et au moment où ça a été choisi, la peau de l'animal qui a été tué, oui. Et sa peau qui a été utilisée, et la sève, c'est ce qui coule de l'arbre. Oui, la sève, oui. La sève, plus c'est plus quelque chose qui fait le réglage. Et ce quelque chose là, c'est moi. Donc il n'y a que moi qui puisse faire sonner convenablement. Donc cet instrument est fait sur mesure. Oui, absolument. Donc personnellement, vous. Ça, c'est moi. D'accord. Ça, même si je vous remets cela et je vous dis les conditions dans lesquelles vous devez déchausser, machin et tout, pour pouvoir jouer, vous n'allez pas pouvoir produire les informations que moi je produis là-dessus. D'accord. C'est pas possible. Et donc, le bata, à l'origine, est l'instrument de
de Shango. Le bata, c'est l'instrument de Shango. Le dieu du tonnerre. Le gangan, c'est l'instrument de Obatala. D'accord. Et Obatala, il est vraiment de caractère calme, doux. Et toutes les expressions rythmiques, informationnelles, et tout ça là, que Obatala produit, touche. Parce qu'il l'aborde avec une approche douce. D'accord. Et tout de suite, quand Obatala commence par jouer, tout le monde a envie de l'écouter. Il y a du monde qui se rassemble. Vous savez, Shango, il est bouillant. Ouais. Il est très très bouillant. Et Shango, c'est à lui le bata. D'accord. Et quand le Shango joue, il y a du monde. Mais pas autant que quand Obatala. Et ça a créé une jalousie. Ah oui. Ça a créé une grosse jalousie. Et ils étaient allés voir Oromila. Oromila, c'est le papa, le patron. Et Oromila a dit... nous sommes en plein dans le panthéon vaudou. Ouais. Nous sommes dans le panthéon Odoudoua. Et devant Oromila, Shango, comme d'habitude, des têtes violentes. Il faut qu'il prenne l'instrument de Obatala. Obatala est le grand frère de Shango. Et Obatala tout calme dit, Oromila, il n'y a pas de souci. C'est mon jeune frère. Je vais de lui léguer. Et c'est comme ça, j'essaie d'aller un peu plus, je laisse les détails. Et c'est comme ça, l'échange des instruments a eu lieu. Sauf que le chien va toujours aboyer, quel que soit Alpha. C'est clair. Shango, ayant repris l'instrument de Obatala, a continué par jouer de façon de la même façon. Et Obatala a repris l'instrument de Shango et avec la même approche. Donc, du coup, ça fait que aujourd'hui, quand vous entendez le talking drum, ce que vous appelez le talking drum, le gangan, quelque part, il y a un monde fou qui est là. Par contre, avec le bata, ce n'est pas la même chose. Mais je voudrais notifier que le bata est un instrument spécifiquement spécial pour annoncer des informations de top niveau. D'accord. Par exemple, le roi est décédé. Ou le roi a commis l'adultère, le roi a pris la femme d'autrui. D'accord. C'est dans notre culture, le roi a pris une femme, c'est différent du roi a pris la femme d'autrui. C'est ça. Malgré toute sa force et son autorité. Le roi a fait des trucs bizarres, ou bien la femme du roi a accouché d'une fille. La femme du roi a accouché d'un garçon. Jusqu'à aujourd'hui, le roi, quand il se lève, quand il n'entend pas ça, que ce soit avec le bata ou le gangan, parce qu'aujourd'hui, on combine le bata et le gangan, mais pas n'importe quel gangan. C'est le gangan qu'on appelle le keri-keri. Quand le roi se lève, il y a le griot qui commence par faire l'éloge du roi. Et à ce moment-là, il fait la liaison entre l'intermédiaire entre la chorale, entre griffes, le groupe musical, c'est-à-dire ceux-là qui manipulent le tambour, et le roi. Parce que quand le roi se lève, il ne pose jamais le pied au sol, pas tout de suite. Il faut qu'il s'assure que tout est OK avant qu'il ne pose des donc quand on joue, et le roi, tant que le roi ne va pas entendre, ou le griot ne va pas entendre, cette information, je vais la jouer. Ouais, on veut bien entendre cette information-là, justement. Tant que, quand il entend... Tant que le roi ne va pas entendre ça, il ne pose pas le pied au sol. Et là, ça veut dire quoi, ce code? Ça veut dire que tout est aligné dans le cosmos. Tout est aligné, tous les pouvoirs sont réunis pour que l'autorité puisse désormais mettre son pied au sol avec son autorité. D'accord. Parce que quand le roi se lève, c'est l'autorité qui se lève. Son autorité est établie. Donc, pour que son autorité soit établie, il faut qu'on vérifie. Est-ce que dans les airs, le feu, les eaux, est-ce que tout est OK? Quand tout est OK, alors il pose le pied au sol. D'accord. Vous voyez, il y a ça.
Et quand le roi se lève, quand je dis se lève, ce n'est pas se lever de son lit. Mais quand il s'assoit quelque part et il se lève, il y a aussi notre information. Non, je ne vais pas faire ça. Il y a aussi notre information pour que toute oreille puisse savoir que le roi s'est levé et que tout puisse se prosterner parce qu'on ne voit pas en réalité les yeux du roi. On ne voit pas le visage du roi. Quand le roi parle et il ouvre le truc là, je ne sais pas comment on appelle ça en français, il y a une sorte de rideau qui est sur sa couronne. Quand il l'ouvre comme ça, il faut savoir qu'il y a danger. D'ailleurs, le roi est fâché. Quand le roi est fâché, c'est des trucs. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça le bata. Et il y a le shaworoide. Ça, c'est pour le shaworo, il fait appel à l'argent, au bonheur. Et donc, quand on commence par jouer le bata dans une cérémonie, alors, quand vous commencez par entendre le shaworoide, ça, il faut savoir que vous devez sortir de l'argent. D'accord. Ça aussi, c'est un code. Ouais, c'est un code. Il y a aussi le keri qui porte ça aussi. Vous voyez le token qu'on joue pour les Egougou. Effectivement. À Ouida, là. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il faut corriger à ce niveau. Mais c'est ça qu'on appelle le keri. Ouais, et c'est différent de Akpala. Ce qu'on met ici, le petit qu'on met ici et qu'on joue. Oui. Eux aussi, ils ont une série. On appelle Omele Ganga. Ça, c'est Omele Bata. Il y a Omele Ganga, ainsi de suite, ainsi de suite. Omele Bata. Dites-moi, vous avez réussi le pari de faire monter ces instruments sur scène dans des espaces, vous les avez sortis des espaces sacrés vers les scènes internationales de jazz, de world beat. Comment trouvez-vous l'équilibre entre le respect des interdits liés à ces tambours et l'exigence de liberté de la création contemporaine? Je dirais, dans un premier temps, que faute de connaissance, le peuple périt. C'est clair. Quand on cherche, on est éclairé, on a la vérité. Je suis d'accord. Et par rapport à cette vérité-là, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire à tel ou tel moment et à tel endroit. Et ce qu'il ne faut jamais faire. Oui, et ce qu'il ne faut jamais faire. D'accord. Quand vous prenez pour des sachants, les fréquences qui interviennent, chaque note de la musique, par exemple, vous prenez le La par exemple, le La, la note La, ça fait 440 S. Ah oui. Oui, chaque note a sa fréquence et quand on monte à l'octave, la fréquence fait x2, ça fait le double. D'accord. Alors, quand je commence, on a le La, généralement, c'est une émotion beaucoup plus mélancolique et de tristesse. C'est ça. Ouais. Moi, quand je prends par exemple une mélodie et je chante da, 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 vous voyez cette mélodie, les notes qui composent cette mélodie-là transportent des fréquences qui vous, quel que soit qui vous êtes, d'abord vous ramènent complètement à ce que a dit, à presque à zéro. Ça dit dans une valeur absolue, vous pouvez être riche, vous êtes pauvre, mais il vous ramène dans un schéma où vous ne savez pas qui vous êtes. Qui vous êtes. Et quand vous écoutez, on joue cette information-là, cette mélodie, et moi je commence par produire des informations parce que je connais le chant, c'est une chanson à moi qui va sortir sur le prochain album. Ah oui. J'espère que nous aurons la primeur de cet album. Je joue déjà, je l'ai joué à l'Institut français, je crois, et sur le concert, le bout de concert que vous avez joué, d'accord. Et il y avait 80% de ceux qui étaient dans la salle pleuraient. Waouh. Et puis, moi-même qui était sur scène, je coulais des larmes. Tous les musiciens qui étaient sur scène coulaient des larmes. Et mon fils qui faisait le saxophone, il pleurait. Lui pleurait carrément, quoi. Si vous avez la chance un jour, vous allez regarder le clip sur YouTube. Alors, donc l'information que véhicule la mélodie de cette chanson
Je ne parle pas encore des paroles. L'information fréquentielle que véhicule cette chanson-là vous amène à couler des larmes. Parce que l'intention de la composition, l'intention dans laquelle j'étais, les conditions dans lesquelles j'étais pour pouvoir recevoir, parce que je ne l'ai pas composé, je l'ai reçu, j'ai reçu cette mélodie-là, c'est que je pensais à la mort, la beauté de la mort, contrairement à ce que les uns et les autres pensent. C'est la stabilité totale, c'est qu'il n'y a plus rien à craindre. Quand on est dans l'explication de la mort, on constate que il n'y a rien qui peut vous effrayer. Vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de rien. Mais là, nous, sur ce plateau, nous avons besoin plutôt de la joie et les téléspectateurs ont besoin de la joie. Donc, il n'y a pas de joie, c'est la tristesse. Ça, c'est clair. C'est la nous sommes dans un monde de dualité. Exactement. Et dans le même temps, nous allons demander à Djababa, il nous reste 5 minutes justement, et avant de nous séparer, ouais, je sais, vous l'avez dit, même 1 heure ne suffirait pas pour parler du Bata. Mais nous voulons des notes de joie. Les téléspectateurs ont envie de notes de joie de Bata. Ben écoutez, je ne parle pas de tristesse pour vous attrister. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'essaye de vous informer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer de joie? On va parler la climatisation n'est pas bonne pour moi. Alors, on va faire... parler de la fête. Odunlode lanche, ọlọ́pàá kò lè mú wa. Odunlode lanche, ọlọ́pàá kò lè mú wa. Odunlode lanche, ọmọ sọlọ́pàá yóò lè mú wa. Odunlode lanche, Odunlode lanche, Odunlode lanche. J'imagine les téléspectateurs de l'autre côté, devant leurs écrans, en train de danser en ce moment. Dis-moi, Djababa, si le tambour Bata devait envoyer aujourd'hui... Bata, voilà. C'est chaussure. D'accord, Bata, voilà. Pour tous ceux qui nous suivent, c'est Bata et non Bata. Voilà. Si le tambour Bata devrait envoyer un ultime message aujourd'hui, surtout à cette jeunesse qui fait beaucoup de bruit, quel serait ce message? Et ce message, j'aurais bien voulu que ce soit le Mélé Bata qui le fasse. Mais il ne faut pas comprendre. Ben, on verra bien. Il faut connaître les codes pour pouvoir déchiffrer les informations. C'est à vous de nous faire déchiffrer ce message-là. Pas comme ça. Pas comme ça. C'est une école. Nous avons encore 2 minutes. Je pense qu'il faut. Je vais jouer le Mélé Bata, mais ce n'est pas pour forcément. Parce que le message que je dois passer, il faut qu'ils comprennent. Je voudrais déjà dire que quand on ne forge pas, on ne devient pas forgeron. C'est clair. Et quand on ne fait pas l'école de la médecine, on n'est pas docteur ou on n'est pas médecin. C'est ça. C'est la même chose au niveau de la musique. Il y a un parcours à faire. Et nous faisons le même bonhomme, et quand on sait, il faut que les jeunes aient le courage d'aller à l'école. C'est ça. Et quand je parle de l'école, ce n'est pas, j'ai toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas forcément les 4 murs avec forcément quelqu'un devant. L'école, je suis une école. Sagboran Danielou, c'est une école. Ronkalin, il y a des gens qui sont vivants, qui détiennent le savoir. Le savoir. Allez vers eux, posez-leur les questions. Et tels que je les connais, c'est des gens, ils sont vraiment abordables. Et il ne faut pas faire d'économie. Il faut pas faire d'économie de vérité par rapport à vous.
Ils vont vous donner les informations qu'il faut. Et Odere la mire. Odere la mire. Oh, elle est d'awa. Oshowa bon perege de kawa majiche. Eh, keke ye ikukudo. Obomi ni jere. Odere la mire. Oh, oh, oh. Elle est d'awa. Oshowa bon perege de kawa majiche. Kawa feseko. Keke ye ikukudo. Obomi ni jere. Merci à vous, Djababa, pour cette belle immersion dans l'univers du sacré. C'était un réel plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Merci, Djababa. Waouh, ça passe super vite. Merci à vous. Vraiment. Aussi. On aura encore le temps parce qu'il y a tellement de rythmes. Il y a le paplay, le pézine, tout ça qu'on doit aborder. Ça, c'est clair. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette belle émission. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Eh bien, je ne dirai qu'une seule chose. Portez-vous bien. On se retrouve très bientôt.